c'est-à-dire si cette femme utilise une pilule séquentielle de façon prolongée et que dans ses antécédents familiaux, il y a un cancer de l'endomètre, il risque de faire le cancer de l'endomètre. Donc là, c'est une petite chance qui s'ajoute. Et puis, petite chance, et à un moment donné, ça fait une grande chance, si je peux appeler ça une chance. Ensuite, une patiente qui est obèse et qui a le diabète, je vous ai parlé justement de la diabésité, donc une patiente qui est diabétique et obèse, et par de là, elle va avoir l'hypertension artérielle, elle n'a pas encore eu des enfants, et une raison de plus, il va faire des fausses couches à répétition. Voici le profil idéal pour une patiente qui va faire le cancer de l'endomètre. Elle est obèse, elle est diabétique, elle est hypertendue, elle va faire des fausses couches à répétition et il n'a pas encore des enfants. Alors ensuite, il va avoir éventuellement un cycle irrégulier avec des douleurs avant les règles, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Ça aussi, ça compte dans la liste des facteurs de risque pour avoir le cancer de l'endomètre. Eh bien, quand il va passer toutes ces étapes, eh bien, après la ménopause, s'il utilise un traitement hormonal substitutif pour ses bouffées de chaleur, eh bien, il pourrait faire le cancer de l'endomètre. Et également, s'il a cette ménopause tardivement, à ces facteurs de risque, on ajoutera cette ménopause tardive qui est également un facteur de risque, plus le traitement hormonal substitutif. Alors, pour résumer ce que je voulais vous dire à propos du cancer de l'endomètre, sachez que le cancer de l'endomètre est hormonodépendant. C'est le problème de l'hormonogénèse. En sachant que les oestrogènes jouent un rôle initiateur, alors que la progestérone jouerait, selon les scientifiques, un rôle protecteur. Mais ce qu'il faut surtout retenir, ces fameux oestrogènes, la pilule séquentielle, c'est-à-dire avec un taux d'oestrogène au début du cycle qui est très renforcé. Alors, ensuite, on va terminer le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le col, le cancer du col. Pourquoi? Parce que vous avez 500 000 cas, nouveaux cas par année qui se déclarent dans le monde entier. Et quelles sont les patientes qui pourraient faire le cancer du col? Eh bien, la population africaine est victime de ce cancer du col. Pourquoi? Parce que c'est une première maladie sexuellement transmissible, on dit maintenant infection sexuellement transmissible, et c'est le premier cancer en Afrique, pays en voie de développement. Et je vous rappelle la particularité de ce cancer, c'est que c'est un cancer véro-induit, c'est-à-dire il est induit par un virus. Et donc les outils de biologie moléculaire permettent de diagnostiquer ces papillomavirus à la fois chez l'homme et chez la femme. Ensuite, quand la patiente est atteinte par ce virus, regardez bien, et c'est ça qui est important au niveau de cette diapositive, eh bien, cette femme ou cette jeune demoiselle va distribuer ce virus pendant 14 mois, pendant une année. Donc, les autres visiteurs pourront effectivement bénéficier gratuitement de ce virus. Alors, donc, comment on va faire ce cancer du col? Si on a des rapports sexuels avant l'âge de 17 ans, si effectivement on a des partenaires sexuels multiples, et si on se marie avant l'âge de 20 ans, et justement avant l'âge de 20 ans, on a le temps, et donc on va commencer à faire plus de 5 enfants. Donc plus de 5 enfants, dont le premier, justement avant l'âge de 20 ans, et ensuite, par de là, on va avoir des infections génitales répétées qu'on n'ose pas montrer. Parce que justement, ce qui nous pose le problème dans le cancer du sein, c'est que les femmes n'osent pas montrer leur sein à le gynécologue, et donc elles ne sont pas sauvées. C'est pareil pour le cancer du col, on n'ose pas montrer le col, et donc par conséquent, vous avez des infections génitales qui sont négligées, le bouton de fièvre, l'herpès, et vous avez ces papillomavirus, ces petits virus, puis ça devient de la crête du coq, en quelque sorte, quand vous les voyez. Et donc, à ce moment-là, ces infections vont entretenir l'inflammation et l'initiation, justement. Et donc, on va tomber dans ce fameux cercle vicieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va avoir très tôt des rapports sexuels,
plusieurs partenaires, il va faire ce qu'on appelle le vagabondage, il part d'un partenaire vers l'autre, et puis il va se marier avant 20 ans, et comme ça ne marche pas, il va faire les enfants, et comme effectivement il va se retrouver avec des infections génitales répétées, et par-delà, il ne va pas avoir les moyens de se soigner. C'est ce qu'on appelle le bas niveau socio-économique. Et donc, quand la personne rentre dans ce fameux cercle vicieux, il ne pourrait plus s'en sortir, eh bien le cancer de col va se déclarer. C'est la raison pour laquelle je vous invite à combattre ce fléau qui est un problème en Afrique. Et vous savez que maintenant, on a la possibilité de vacciner nos jeunes filles contre avant le premier rapport sexuel, justement pour que ce virus ne s'installe pas. Alors, donc le cancer du col, au début, il n'a pas de signe clinique, mais fort heureusement, on peut montrer le col et donc il est accessible. Donc le dépistage est facile par un frottis cervico-vaginal, par effectivement un brossage qu'on peut envoyer au laboratoire très facilement pour diagnostiquer ces papillomavirus. Alors pourquoi on veut faire ce dépistage? Parce qu'il se guérit à 100%, c'est simplement par le laser ou ce qu'on appelle la technique de conisation, ou carrément enlever ça, c'est ce qu'on appelle une hystérectomie. Et sachez que justement, il est 100% viro-induit. Pourquoi? Parce qu'il y a la preuve, c'est qu'une vierge n'a jamais fait le cancer du col. Alors, puisqu'on a traité les 3 exemples, nous allons regarder la prévention. Bon, le tabagisme, tout le monde est d'accord pour que finalement, on sait que c'est néfaste par la santé, mais tout le monde continue à fumer. Allons-y. L'alcoolisme, pareil. La nutrition. Alors, il nous faut un équilibre alimentaire, c'est ce qu'on voit pratiquement dans tous les livres, mais reste à savoir est-ce qu'on va l'appliquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'équilibre alimentaire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire c'est ce qu'on a dans le marché. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à faire attention à ce qu'on achète, à encourager le commerce qui tient compte de la santé des gens et non pas simplement faire de l'argent, parce que vous avez 2 sortes de commerce. Un commerce simplement pour arrondir son chiffre d'affaires ou un commerce qui rend service aux gens. Et donc, par conséquent, quand on achète, eh bien, on achète en tant que citoyen, en disant que moi, je ne vais pas encourager effectivement ce massacre. Donc, équilibre alimentaire qui part de notre comportement d'achat, éviter les graisses, éviter le sel pour ne pas avoir le cancer de l'estomac, les graisses pour le problème de l'obésité, et puis renforcer effectivement les fibres alimentaires. Alors les fibres alimentaires, c'est quoi? C'est les fruits et les légumes, mais malheureusement, nous avons une certaine habitude. On va au marché, on achète toujours la même chose, matisha, batata, et ça s'arrête là. Alors qu'au contraire, il faudrait changer. Il faudrait changer notre comportement pour qu'on puisse consommer davantage de fibres alimentaires. Il faudrait qu'il y ait une politique qui favorise ça, parce que si vous allez au marché et que justement ces fibres alimentaires coûtent très cher, eh bien on ne les achète pas, c'est une réalité. Alors ensuite, favoriser l'activité physique, eh bien l'activité physique... Alors on va favoriser l'activité physique, c'est-à-dire la marche, tout simplement. Alors ensuite, l'exposition professionnelle, savoir que le métier peut être à l'origine des problèmes, donc il ne faut pas le négliger. Quand on discute avec les gens au comptoir, il faut leur poser la question, qu'est-ce que vous faites? Ça permet d'avoir une idée. Alors ensuite, les médicaments, on revient toujours aux androgènes et aux oestrogènes, et puis les agents infectieux. Vous savez que, effectivement, les hépatites, ça provoque un cancer du foie, donc il faut tenir à jour le carnet de vaccination, notamment pour l'hépatite B, et diagnostiquer l'hépatite C lorsqu'on a des facteurs de risque, c'est-à-dire quelqu'un qui est transfusé. Alors ensuite, le problème de l'hélicobacter pylori, quelqu'un qui a un problème de gastrite,